À ma petite fille, Élodie, je lègue la totalité du domaine. Valeur, 13 milliards d'euros. La voix de l'avocat était le seul bruit dans la pièce. Mes parents devinrent violets. Mon frère abattit son poing sur la table. Signe la renonciation, cracha Théil. Où tu es à la rue ce soir? Je n'ai pas scié. Non. À minuit, ils avaient jeté mes vêtements sur le trottoir. Ils pensaient que j'étais brisé, mais ils ne savaient pas pour la clé en fer dans ma poche. Lorsqu'ils sont arrivés le lendemain matin pour m'expulser de la citadelle des Embruns, ils ont amené une équipe de démolition. Mais quand les portails se sont ouverts, ils n'ont pas trouvé de victime. Ils m'ont trouvé debout à côté du procureur de la République. Et pour la première fois, ma famille a connu la peur. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Pendant 25 ans, j'ai vécu ma vie en marge. Je suis restauratrice de livres anciens. Mes journées se passent dans un atelier calme, rempli de grains de poussière, utilisant des pincettes et de la colle d'archivage pour réparer les dommages que le temps et la négligence ont causés. C'est un travail qui exige une patience infinie, une main sûre et la capacité de retenir votre souffle pendant que le monde continue de tourner sans vous. C'était approprié, vraiment. Je passais mes journées à réparer des choses brisées parce que je ne pouvais pas réparer les gens brisés chez qui je rentrais. Ma famille était bruyante, pas seulement en volume, mais en esprit. Mon père, Charles, était un président-directeur général raté qui portait son arrogance comme une armure, convaincu que le monde lui devait une fortune qu'il n'avait pas gagnée. Ma mère, Isabelle, traitait la vie comme une séance photo, ajustant constamment l'éclairage pour cacher les fissures de son mariage et de son caractère. Et mon frère, Lucas, était un joueur de crypto-monnaie qui voyait chaque relation comme une transaction dont il pouvait tirer profit. Ils étaient un ouragan d'ego et de bruit, et j'étais le silence qui les suivait, ramassant les débris. J'ai réalisé plus tard que c'était là le piège. C'est ce que j'appelle le piège de la cruauté normalisée. Vous voyez, quand vous grandissez dans une maison où l'affection est transactionnelle et la moquerie est le langage par défaut, vous ne réalisez pas que c'est de la maltraitance. Vous pensez que c'est votre description de poste. Je croyais que si j'étais juste assez calme, juste assez serviable, juste assez invisible, je pourrais relier le dos de cette famille ensemble. Je pensais que mon endurance était une vertu. Je ne savais pas que c'était juste une forme lente de suffocation. Le seul moment où je respirais était le dimanche. Chaque dimanche à 13h, je conduisais jusqu'à la citadelle des Embruns. Ma famille détestait rendre visite à grand-père Henri. Ils appelaient cela « payer le péage » pour rester dans son testament. Ils s'asseyaient dans son salon en vérifiant leur montre, parlant du cours des actions et de clubs de golf, attendant qu'il meure. Mais moi, j'allais à la bibliothèque. Henri n'était pas seulement un magnate de la technologie pour moi. Il était la seule autre personne au monde qui comprenait la valeur du silence. Nous ne parlions pas d'argent, nous parlions d'histoire. Nous parlions de préservation. Il me regardait travailler sur une première édition en ruine, ses yeux vifs et savants. « Élodie, m'a-t-il dit un jour, tu as les mains d'un chirurgien et l'âme d'une guerrière. Ne les laisse pas te convaincre que ton silence est une faiblesse. C'est une stratégie. » Je ne le comprenais pas à l'époque. Je pensais qu'il était juste gentil avec la petite fille qui ne trouvait pas sa place. Je ne voyais pas qu'il m'entraînait. Il ne me regardait pas seulement restaurer des livres, il me regardait leur survivre. Il voyait la façon dont ma mère faisait des commentaires sur mon petit passe-temps poussiéreux. Il voyait la façon dont mon père rejetait mes opinions au dîner. Il voyait la façon dont Lucas empruntait de l'argent que je n'avais pas et ne le remboursait jamais. Henri voyait tout. Et pendant que j'étais occupé à essayer de raccommoder les bords effilochés de ma famille, il construisait calmement et méthodiquement une forteresse pour me protéger d'eux. Il savait que je ne me sauverais pas moi-même tant que je n'aurais pas d'autre choix. Alors il a attendu. Il m'a laissé jouer le rôle de la réparatrice jusqu'au jour de sa mort, sachant que sa mort serait la coupure finale et brutale qui romprait ma loyauté envers eux pour toujours. Il ne m'a pas laissé une fortune pour me gâter. Il m'a laissé une fortune pour m'armer. L'appel est arrivé un mardi soir. Une crise cardiaque massive. Rapide, indolore. Le docteur a dit qu'Henri était parti avant de toucher le sol de sa bibliothèque. La nouvelle n'a pas apporté de larmes immédiatement. Elle a apporté une étrange friture froide, comme si la seule lumière dans une pièce très sombre venait de s'éteindre. Mais ma famille, eux, ne sont pas restés insensibles.
Ils sont passés en mode production. Les funérailles étaient grotesques. Ce n'était pas un mémorial, c'était un événement de réseautage. Mon père, Charles, se tenait près du cercueil, serrant la main des membres du conseil d'administration, ses yeux s'excrutant la pièce pour voir qui le regardait faire son deuil. Il ne pleurait pas un père, il auditionnait pour le rôle de patriarche. Ma mère, Isabelle, traitait le service comme un défilé de mode, portant un voile noir sur mesure et tamponnant des yeux parfaitement secs avec un mouchoir en dentelle chaque fois qu'un photographe était à proximité. Et Lucas a passé tout le service à envoyer des messages textes, l'air ennuyé, comme si la mort n'était qu'un inconvénient pour son emploi du temps. Debout au fond, seul, j'ai réalisé que je ne voulais pas être près de leur performance. Je les ai regardés jouer leur chagrin comme une mauvaise pièce de théâtre, et j'ai vu la vérité dont Henri m'avait averti. Ils ne l'aimaient pas. Ils aimaient ce qu'ils fournissaient. Ils étaient des vautours tournant autour d'une carcasse avant même qu'elle ne soit froide. Je suis parti avant la réception. Je ne pouvais pas supporter la vue d'eux buvant du vin coûteux et portant un toast à une fortune qu'ils n'avaient pas gagnée. La lecture du testament a eu lieu 2 jours plus tard. La salle de conférence du cabinet d'avocats était froide et sentait le poli au citron et l'avidité. Maître Dupont était assis au bout de la table en acajou. C'était le plus vieil ami et l'avocat d'Henri, un homme aux yeux de silex. Ma famille est entrée, prenant les meilleurs sièges, irradiant le sentiment que tout leur était dû. Charles s'est penché en arrière, déboutonnant sa veste de costume. « Finissons, Dupont », a-t-il dit. « Nous avons une entreprise à faire tourner. » Maître Dupont n'a pas souri. Il a ouvert un épais dossier en cuir. Il a commencé à lire. « À mon fils Charles, je ne laisse rien. À ma belle-fille Isabelle, rien. À mon petit-fils Lucas, rien. » Le silence dans la pièce était absolu. C'était un vide aspirant l'air de leurs poumons. Puis Maître Dupont a continué, « À ma petite-fille Élodie, je lègue la totalité de mon domaine, y compris tous les actifs financiers, les biens immobiliers et la participation majoritaire dans le Fort Industrie. Valeur totale estimée, 13 milliards d'euros. » Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis la pièce a explosé. Mon père a bondi de sa chaise, son visage prenant une violente teinte pourpre. « C'est de la folie !» a-t-il hurlé. Il était sénile. Elle l'a manipulé. Ma mère agrippait ses perles pour de bon cette fois, cherchant de l'air. Lucas a abattu son poing sur la table, fissurant le verre d'eau devant lui. 13 milliards ? À elle ? Elle répare de vieux livres. Elle ne connaît pas la première chose à propos de l'argent. Maître Dupont a levé une main. Silence. Le testament est inattaquable. Henri a subi 3 évaluations de compétences distinctes. Il n'y a aucun recours. Charles m'a fixé. Ses yeux n'étaient pas paternels, ils étaient prédateurs. Il a pris une inspiration, se composant un visage, lissant sa cravate. Il s'est rassis et a fait glisser un morceau de papier sur la table. C'était un document juridique pré-rédigé. « Écoute-moi, Élodie », a-t-il dit, sa voix descendant vers ce ton condescendant qu'il utilisait quand j'étais enfant. « Nous savons tous que c'est une erreur. Tu ne peux pas gérer ce fardeau. Tu es calme. Tu es fragile. Alors, voici le marché. Signe cette renonciation. Tu me transfères le domaine. En échange, nous mettrons en place un fonds en fiducie pour toi. 920 millions d'euros, une allocation pour la vie. Tu pourras retourner à tes petits livres et ne plus jamais te soucier de rien. » J'ai regardé le papier. 920 millions d'euros pour partir, pour disparaître, pour les laisser gagner. J'ai regardé mon père, puis ma mère, qui hochait la tête de manière encourageante, et enfin Lucas, qui ricanait. Il ne voyait pas une fille ou une sœur. Il voyait un obstacle. Je n'ai pas touché le papier. J'ai regardé Charles dans les yeux. Non. Le mot a flotté dans l'air comme un coup de feu. Le visage de mon père s'est durci en quelque chose de méconnaissable. Non, a-t-il chuchoté. Non, ai-je répété. Je ne signe pas, alors tu es fini, a-t-il sifflé. Si tu sors d'ici avec cet argent, tu n'es plus ma fille. Tu es une ennemie, et je te détruirai. Je me suis levé. J'ai marché vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. C'est à ce moment-là que la guerre a commencé. Je suis rentré directement à mon appartement. J'avais besoin de faire mes valises. J'avais besoin de réfléchir.
Mais quand j'ai mis ma clé dans la serrure, elle n'a pas tourné. Je l'ai secouée, pensant qu'elle était juste coincée. Puis j'ai vu la vis scotchée sur la porte, propriété saisie par la direction. Mon téléphone a vibré. Un message texte de mon propriétaire, un homme qui jouait au golf avec mon père chaque dimanche. Désolé, Élodie. Charles a appelé. Il a dit qu'il y avait des problèmes juridiques avec la garantie du bail. Je dois tout verrouiller jusqu'à ce que ce soit réglé. Ils ne m'ont pas juste mise dehors. Ils m'ont effacé. Mes vêtements, mes outils, mes projets de restauration inachevés, tout ce que je possédais était derrière cette porte. Je me tenais dans le couloir, les lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus de moi, et j'ai réalisé que c'était leur stratégie. Choc et stupeur. Me priver d'abri, me priver de ressources, et attendre que je revienne en rampant vers la sécurité de leur contrôle. Ils s'attendaient à ce que je les appelle en pleurant. Ils s'attendaient à ce que je supplie. Je n'ai pas appelé. Je suis retourné à ma voiture. J'avais mon sac à main, mon téléphone et les vêtements que je portais. Et dans la boîte à gants, j'avais la lourde clé en fer qu'Henri m'avait donnée il y a 6 mois. Pour un jour de pluie, avait-il dit. Il ne pleuvait pas. C'était un ouragan. La voiture bourdonnait sous moi, mettant des kilomètres entre la ville et mon passé. J'ai conduit vers l'ouest en direction de l'océan, vers Saint-Malo. La citadelle des Embruns n'était pas juste une maison. C'était une forteresse construite sur un promontoire de roches noires, accessible uniquement par une longue et étroite chaussée. Alors que ma voiture grondait sur les pierres, l'océan s'écrasait contre les falaises en contrebas, envoyant des embruns dans l'air. Les portails étaient des bêtes massives en fer forgé qui semblaient ne pas s'être ouvertes depuis un siècle. J'ai baissé ma vitre. Il y avait un clavier, mais avant que je puisse l'atteindre, une voix a grésillé sur l'interphone. « Identifiez-vous. »« Élodie » ai-je dit. La petite fille d'Henri. Les portails ont gémi. Ils ont pivoté vers l'intérieur, lent et lourd. J'ai conduit à travers, le gravier crissant sous mes pneus. Le manoir se dressait devant moi, pierre sombre contre un ciel gris, imposant et silencieux. Il ne semblait pas accueillant. Il semblait impénétrable. Je me suis garé dans la cour. En sortant, la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme est sorti. Il était énorme, bâti comme un char d'assaut, portant un costume sombre qui ne pouvait cacher la posture militaire en dessous. C'était Sébastien, le chef de la sécurité, un ancien membre des commandos de marine. Henri m'avait raconté des histoires à son sujet, sur sa loyauté. « Mademoiselle Élodie » a-t-il dit. Sa voix était profonde, rocailleuse. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il n'a pas demandé où étaient mes bagages. Il s'est juste écarté et a tenu la porte. Nous vous attendions. Je suis entré. Le hall principal était exactement comme dans mes souvenirs, plafond voûté, sol en pierre, l'odeur de feu de bois et de vieux papier. Mais c'était différent maintenant. Je n'avais pas l'impression de visiter un musée. C'était comme de l'air entrant dans mes poumons après avoir retenu mon souffle pendant 25 ans. Des membres du personnel sont apparus de l'ombre. Pas beaucoup, juste l'équipe principale. Ils m'ont fait un signe de tête, silencieux et respectueux. Ils ne me regardaient pas avec pitié. Ils me regardaient comme si j'étais le capitaine qui était enfin monté à bord du navire. Je suis entré dans la bibliothèque. C'était ma pièce préférée, les murs tapissés de milliers de livres, l'odeur du cuir et de la poussière m'enveloppant comme une couverture. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil d'Henri. Et c'est là que la réalisation m'a frappé. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la clarté. J'ai regardé autour de moi la forteresse qu'Henri avait construite. J'ai pensé à l'appartement dont j'étais exclu, à la famille qui m'avait jeté au moment où j'étais devenue gênante. Et j'ai réalisé la terrifiante vérité. Si Henri n'avait pas fait cela, s'il ne m'avait pas laissé cette maison, cet argent, cette protection, j'aurais cessé d'exister. Ma famille m'aurait réduite en poussière. Il m'aurait marié à un partenaire commercial ou gardé comme une servante silencieuse, effaçant chaque partie unique de mon âme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'un reflet de leurs besoins. Un monde sans Henri n'était pas juste un monde plus triste. C'était un monde où je ne survivais pas. Il n'a pas seulement sauvé mon avenir financier. Il a sauvé ma vie. Il m'a sauvé. Sébastien est apparu dans l'embrasure de la porte. Nous avons verrouillé le périmètre, a-t-il dit. Le portail de la chaussée est renforcé. Personne n'entre à moins que vous ne le disiez.
Je l'ai regardé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui réparait les choses. J'étais celle qui était protégée. Merci, Sébastien, ai-je dit. Votre père a appelé la ligne principale 6 fois, a-t-il ajouté. Il hurle. Laissez-le hurler, ai-je dit. Il ne peut pas nous entendre d'ici. J'ai fermé les yeux. Dehors, l'océan rugissait contre les falaises. À l'intérieur, c'était calme. J'étais sans abri, déshérité et assiégé. Mais assise dans ce fauteuil, agrippant les accoudoirs, j'ai senti quelque chose de nouveau monter dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était le poids froid et dur du pouvoir. J'étais en sécurité. Et demain, je serai dangereuse. Le silence n'a pas duré. Le lendemain matin, le siège numérique a commencé. Je suis allé acheter du café au marché du village et ma carte a été refusée. Fonds insuffisant. J'en ai essayé une autre. Gelée par l'émetteur. J'ai vérifié mon application bancaire. Verrouillée. Mon téléphone s'est allumé avec une notification. Pas un message texte, mais une alerte juridique. Mon père avait déposé une demande d'urgence pour une tutelle temporaire, prétendant que je souffrais d'une psychose aiguë induite par le deuil et que j'étais inapte à gérer mes propres affaires. Ils n'essayaient pas seulement de prendre l'argent. Ils essayaient de prendre mon esprit. Ils voulaient effacer légalement ma capacité à dire non. Je ne les ai pas appelés pour crier. Je n'ai pas pleuré dans la voiture. Je suis retourné à la citadelle, je suis entré dans la bibliothèque et je me suis assise en face de Maître Dupont. Ils ont gelé mes comptes personnels, ai-je dit, faisant glisser mon téléphone sur le bureau en acajou. Maître Dupont n'a pas levé les yeux de ses dossiers. Attendu. Ils essaient de vous affamer. Tactique de siège standard. Mais ils oublient une chose. Il a fait glisser une carte noire sur le bureau. Vous ne dépensez plus votre argent. Vous dépensez l'argent du domaine, et ce compte n'a pas de limite. Nous avons transformé la bibliothèque en salle de guerre. Des cartes du domaine étaient étalées sur la table à côté de mémoires juridiques. Sébastien se tenait près de la fenêtre, surveillant les caméras du périmètre. Maître Dupont surlignait des clauses dans les documents de fiducie. Je ne restaurais plus de livres. J'apprenais l'architecture de ma propre défense. Le dossier de tutelle est sale, a noté Maître Dupont, sa voix sèche. Ils prétendent que vous avez des antécédents d'instabilité. Ils utilisent votre calme contre vous, l'appelant l'épisode catatonique. Laissez-les déposer le dossier, ai-je dit, ma voix froide. Je passerai chaque évaluation qu'ils me lanceront. Mais je ne réponds pas à leurs appels. Et je ne l'ai pas fait. Mon téléphone vibrait sans cesse. 47 appels manqués de ma mère, 30 de Lucas, 12 de mon père. Des messages vocaux qui allaient de la fausse inquiétude, nous voulons juste t'aider, chérie, aux menaces venimeuses, tu vas pourrir dans un établissement. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Je faisais le mort face à ma propre maltraitance. 3 jours plus tard, la guerre s'est déplacée des tribunaux à mon pas de porte. Cela a commencé par un grondement sourd, une vibration qui a fait trembler le café dans ma tasse. Ce n'était pas l'océan. C'était mécanique. De lourds moteurs diesel. Sébastien, ai-je dit. Je le vois, a-t-il répondu, sa main déjà sur sa radio. J'ai marché vers les moniteurs de sécurité. Sur l'écran, un convoi roulait sur la chaussée. Le véhicule utilitaire sport de luxe de mon père menait la meute, suivi de 2 bulldozers jaunes massifs et d'une équipe d'entrepreneurs en gilet orange. Ils se sont arrêtés au portail en fer. Mon père a sauté de sa voiture. Il agitait un morceau de papier, probablement un faux acte ou un ordre de travail. Il criait après le contremaître, pointant les portails, pointant le manoir. Que font-ils, ai-je demandé. Ils ne sont pas là pour une visite, a dit Sébastien, la mâchoire serrée. Ils sont là pour faire une brèche. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. L'audio a grésillé dans la bibliothèque. Point droit d'entrée. Charles criait après le contremaître. Je suis l'exécuteur testamentaire. Cette fille à l'intérieur est une squatteuse. Elle est mentalement instable. Enfoncez ce portail. Nous avons un calendrier de rénovation à tenir. Monsieur Lefort, le contremaître semblait hésitant. C'est un portail historique. Sans ordonnance du tribunal. Je suis l'ordonnance du tribunal, a rugi Charles.
Je vous paie. Faites votre travail ou j'enterrerai votre entreprise. Abattez-le. Nous allons vider l'endroit de toute façon. Le vider. Ils n'allaient pas seulement m'expulser. Ils allaient détruire la citadelle. Ils allaient la dépouiller pour les pièces, vendre le terrain et effacer toute trace de l'héritage d'Henri. Ma mère est sortie de la voiture, protégeant ses yeux du soleil, semblant agacée que la destruction ne se produise pas plus vite. Lucas filmait cela sur son téléphone, probablement pour un blog vidéo de rénovation pour faire mousser son arnaque à la crypto-monnaie. Sébastien, ai-je dit. Les portails sont-ils sécurisés? Ils sont en acier renforcé, a dit Sébastien. Mais un bulldozer finira par les enfoncer. Sur l'écran, le premier bulldozer a fait vrombir son moteur. De la fumée noire s'est déversée dans le ciel. Le contremaître a fait signe au conducteur. La lame massive s'est levée. Ils allaient vraiment le faire. Ils allaient défoncer le portail. Mon père a regardé l'objectif de la caméra, ses yeux fous, son sourire terrifié et triomphant. Ouvre, Élodie, sa voix déformée par le haut-parleur. Où nous entrons? J'ai regardé Maître Dupont. Il ne paniquait pas. Il vérifiait sa montre. C'est l'heure, a-t-il dit. J'ai regardé l'écran. Le bulldozer a avancé pouce par pouce. Le métal a gémi contre le métal. Ouvrez le portail, ai-je dit. Sébastien m'a regardé. Mademoiselle Élodie? Ouvrez-le, ai-je répété. Laissez-les entrer. Parce qu'ils pensaient qu'ils entraient par effraction dans une maison. Ils ne réalisaient pas qu'ils marchaient dans une cage. Les lourds portails en fer ont gémi alors que les moteurs s'enclenchaient. Lentement, atrocement, ils ont pivoté vers l'intérieur. Le bruit des bulldozers est tombé à un grondement de ralenti. Mon père n'a pas attendu. Il a marché à travers l'ouverture, posant le pied sur le gravier avec l'assurance d'un général conquérant entrant dans une ville qui s'est rendue. Ma mère a suivi, ajustant ses lunettes de soleil, regardant déjà la façade comme si elle prenait les mesures pour des rideaux. Lucas était juste derrière eux, téléphone levé, diffusant en direct son propre tour d'honneur. Il s'attendait à me trouver en pleurs sur les marches. Il s'attendait à une reddition. Au lieu de cela, ils ont trouvé un tribunal. Du haut des escaliers en pierre, la vue était claire. À ma gauche se trouvait Maître Dupont. À ma droite, Sébastien. Mais c'était l'homme debout à côté de Sébastien qui a fait s'arrêter net mon père. Il portait un costume à rayures, les bras croisés, une épinglette en or sur son revers captant la lumière. Le procureur de la République Jean-Marc Lefebvre. Le convoi d'entrepreneurs derrière mon père a ralenti jusqu'à l'arrêt. Le contremaître a regardé le procureur de la République, puis mon père, et a coupé le moteur de son bulldozer. Le silence qui est tombé sur la cour était lourd, suffocant. « Qu'est-ce que c'est » a crié Charles, bien que sa voix se soit légèrement brisée. « Écartez-vous de mon chemin. Je prends possession de cette propriété. »« Non, vous ne le faites pas » a dit Maître Dupont. Sa voix n'était pas forte, mais elle a porté à travers le gravier comme un coup de marteau de juge. Il a levé une tablette. « Vous êtes actuellement diffusé en direct dans la base de données de la police nationale, Charles. Et les 3000 personnes qui regardent le flux de Lucas viennent de vous voir ordonner la destruction d'un monument historique que vous ne possédez pas. » Lucas a baissé son téléphone, son visage se vidant de ses couleurs. « Je possède cette entreprise, » a rugi Charles, pointant vers le véhicule utilitaire sport. « Je suis le président directeur général de Lefort Industrie. J'ai construit ceci. » En fait, ai-je dit, ma voix calme, clinique. Non. Maître Dupont s'est avancé. Il n'a pas remis un document à mon père. Il a simplement lu celui qu'il tenait à la main. Clause 4, section B de la fiducie entre vives d'Henri Lefort, à sa mort, la participation majoritaire de Lefort Industrie 51% de toutes les actions avec droit de vote ne passe pas au conseil d'administration. Elle passe à l'héritier du domaine de la Falaise. J'ai descendu une marche. J'ai regardé mon père dans les yeux. Je possède 51% de ton entreprise, papa. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je suis le conseil. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Il a reculé d'un pas en titubant. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Il n'était pas seulement déshérité. Il était subordonné. Tu ne peux pas, a-t-il bégayé. Je peux, ai-je dit.
Et en tant qu'actionnaire majoritaire, je mets fin à ton emploi en tant que président-directeur général pour faute grave, avec effet immédiat. Tu es en violation de propriété sur ton temps de travail, utilisant les ressources de l'entreprise pour commettre un crime. Tu ne peux pas me virer. A-t-il hurlé. Je suis Charles Lefort. Je suis. Tu n'es rien. Je l'ai coupé. C'est ce que les psychologues appellent l'illusion du portefeuille vide. Je l'ai vu se produire en temps réel. Mon père n'avait jamais réellement développé de personnalité, de code moral ou de colonne vertébrale. Il avait simplement construit une coquille faite d'argent et de statuts. Il croyait que son autorité venait de sa voix, mais elle ne venait jamais que de son chéquier. Maintenant que le chéquier avait disparu, l'homme en dessous s'est évaporé. Il a essayé de rassembler sa vieille rage pour commander aux officiers de police qui sortaient maintenant de l'ombre, mais sa voix n'avait aucun poids. Elle était mince, pathétique. Sans sa valeur nette, il n'était pas un titan de l'industrie. Il était juste un vieil homme en colère criant sur une pelouse qu'il ne possédait pas. « Officier, ai-je dit. Enlevez-les. » La police a avancé. Ils ont contourné mon père, qui hyperventilait maintenant, et sont allés directement vers Lucas. Et, a glapi Lucas alors qu'il saisissait ses bras. Je n'ai rien fait. Dommage criminel à la propriété, a dit l'officier en le menottant. Nous vous avons en vidéo en train de donner des coups de pied dans le portail. Ma mère a poussé un cri perçant. Elle a regardé son mari, qui était affalé sur le capot de sa voiture, puis son fils menotté, et enfin elle m'a regardé. Son visage a changé. Le ricanement a disparu, remplacé instantanément par un sourire désespéré et flagorneur. C'était la transformation la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Élodie, chérie, a-t-elle imploré, faisant un pas vers l'escalier. S'il te plaît, c'est un malentendu. Nous étions juste stressés. Nous sommes une famille. Nous t'aimons. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait regardé me faire expulser et n'avait rien dit. Sortez de ma propriété, ai-je dit. Je leur ai tourné le dos et je suis entré dans la maison. Derrière moi, j'ai entendu le bruit des menottes qui cliquetaient et mon père pleurait. Je n'ai pas regardé en arrière. La guerre était finie. Les lumières de la police se sont estompées le long de la longue allée, laissant la cour dans l'obscurité. Pendant un long moment, je suis resté là à respirer l'air salin. Cela ne sentait plus la peur. Cela sentait la victoire. Les retombées ont été rapides et brutales. Quand vous construisez toute votre identité sur le statut, le perdre est comme mourir. Mon père n'a pas été seulement licencié, il a été effacé. Le conseil d'administration de Lefort Industries, voyant les images de leur président-directeur général arrêté pour violation de propriété et dommages criminels, a voté à l'unanimité pour le destituer avant le lever du soleil le lendemain matin. Je n'ai même pas eu à utiliser mon vote de contrôle. Ils l'ont fait pour moi. Ma mère s'est retrouvée des invités de chaque gala, chaque conseil, chaque club social de Saint-Malo. Les amis qu'elle avait cultivés pendant des décennies l'ont laissé tomber au moment où le scandale a éclaté. Il s'avère que le capital social est tout aussi liquide que l'argent liquide, et elle était en faillite. Lucas a plaidé coupable aux accusations de dommages à la propriété pour éviter la prison, mais sa réputation de génie de la technologie a été brisée. Ils ont essayé de reprendre contact, bien sûr. Des lettres d'avocats suppliant pour un règlement. De longs courriels divagants de ma mère sur le pardon et le fait de recommencer à zéro. Je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas supprimés non plus. Je les ai simplement transférés dans un dossier intitulé « Affaires classées » et je suis retourné au travail. Parce que j'avais du travail à faire. La citadelle des Embruns n'est pas restée une forteresse. Je l'ai transformée en sanctuaire. Nous avons utilisé le fonds héritage de 4,6 milliards d'euros pour établir l'école Henri Lefort pour la préservation et les arts. La salle de bal où ma famille organisait autrefois des fêtes creuses est maintenant remplie d'étudiants apprenant à restaurer des peintures, réparer des meubles anciens et relier des livres. Je passe toujours mes journées dans la bibliothèque, mais je ne suis plus seul. Maître Dupont passe les mardis pour jouer aux échecs. Sébastien donne des cours d'autodéfense aux étudiants sur la pelouse. Nous dînons ensemble dans la cuisine, pas en tant que personnel et employeur, mais en tant que personnes qui se sont choisies. C'est la famille qu'Henri voulait pour moi. Pas une famille liée par le sang et l'obligation, mais une famille construite sur la loyauté et le respect. Hier, j'ai enfin ouvert la dernière enveloppe qu'Henri avait laissée dans le coffre-fort. Ce n'était pas un document juridique.
C'était une note manuscrite, l'encre légèrement décolorée. Ma très chère Élodie, disait-elle. Je sais que tu t'es toujours demandé pourquoi je ne suis pas intervenu plus tôt, pourquoi je t'ai laissé rester dans cet appartement à gratter les fonds de tiroir. J'avais besoin que tu les vois clairement. J'avais besoin que tu saches, sans l'ombre d'un doute, que tu pouvais survivre sans eux. Tu penses que tu étais le plan de secours parce que tu étais calme, mais tu n'as jamais été le plan de secours, Élodie. Tu étais le seul plan. Les bruyants détruisent. Les calmes construisent. Construis quelque chose de beau. J'ai plié la lettre et je l'ai placée à l'intérieur de la couverture du premier livre que j'ai jamais restauré. J'ai regardé par la fenêtre l'océan s'écraser contre les falaises qui nous avaient protégés pendant des générations. Je n'étais plus seulement la gardienne du domaine. J'étais son architecte. Je me suis assise à mon établi, j'ai pris mon plioir en os et ma colle, et je suis retourné au travail. Il y avait des choses brisées dans le monde qui avaient besoin d'être réparées. Et pour la première fois de ma vie, j'avais tout le temps du monde. Parfois, la famille que vous choisissez est plus forte que celle dans laquelle vous êtes né. Si vous avez déjà dû construire votre propre paix, partagez cette histoire.